et des progrès des peintres et des poètes. Le génie est donc une plante qui, pour ainsi dire, pousse d'elle-même, mais la qualité comme la quantité de ses fruits dépendent beaucoup de la culture qu'elle reçoit. Le génie le plus heureux ne peut être perfectionné qu'à l'aide d'une longue étude. On s'est demandé si c'est la nature ou l'art qui rend un poème louable. Quant à moi, je ne vois guère à quoi servirait le travail sans un riche filon ou bien un génie à l'état brut. Chacun des deux postule l'aide de l'autre et conspire avec lui, ô mon ami. Quintilien, notre grand maître dans les ouvrages d'esprit, ne veut pas même qu'on agite la question si c'est le génie ou si c'est l'étude qui forme l'orateur excellent. Il n'est pas de grand orateur, dit-il, sans le concours de l'art et du génie. Je sais que l'on cherche à obtenir que la nature ne contribue pas plus à l'éloquence que le savoir théorique. Mais un homme né avec du génie est bientôt capable d'étudier tout seul, et c'est l'étude qu'il fait par son choix et déterminée par son goût qui contribue le plus à le former. Cette étude consiste dans une attention continuelle sur la nature. Elle consiste dans une réflexion sérieuse sur les ouvrages des grands maîtres, suivie d'observations sur ce qu'il convient d'imiter et sur ce qu'il faudrait tâcher de surpasser. Ces observations nous enseignent beaucoup de choses que notre génie ne nous aurait jamais suggérées de lui-même ou dont il ne serait avisé que bien tard. On se rend propre en un jour des tours et des façons d'opérer qui coûtèrent aux inventeurs des années de recherche et de travail. En supposant même que notre génie aurait eu la force de nous porter un jour jusque-là, quoique la route n'eût pas été frayée, nous n'y serions parvenus du moins avec le seul secours de ses forces qu'au prix d'une fatigue pareille à celle des inventeurs. Michel-Ange avait apparemment travaillé durant longtemps avant que de parvenir à peindre la majesté du Père éternel avec ce caractère de fierté divine qu'il a su lui donner. Peut-être que Raphaël, né avec un génie moins hardi que le Florentin, ne serait jamais parvenu en volant de ses propres ailes au sublime de cette idée. Du moins n'y serait-il arrivé qu'après une infinité de tentatives inutiles et au prix de grands efforts réitérés plusieurs fois. Mais Raphaël voit un moment le Père éternel peint par Michel-Ange, frappé par la noblesse de l'idée de ce puissant génie, que nous pouvons appeler le Corneille de la peinture. Il la saisit, et il se rend capable en un jour de mettre dans les figures qu'il fait pour représenter le Père éternel le caractère de grandeur, de fierté et de divinité qu'il venait d'admirer dans l'ouvrage de son concurrent. Racontons le fait historiquement, car il prouve mieux ce que j'avance que de longs raisonnements ne le pourraient faire. Dans le temps dont je parle, Raphaël peignait la voûte de la galerie qui distribue aux appartements du second étage du Vatican. Cette galerie s'appelle communément les loges. La voûte de la galerie n'est pas un berceau continu, mais ce berceau est partagé en autant de voussures carrées qu'il y a de fenêtres à la galerie, et les voussures ont chacune leur centre particulier. Ainsi, chaque voussure a quatre faces, et Raphaël peignait, au temps dont je parle, une histoire de l'Ancien Testament sur chacune des faces de la première voussure. Il avait déjà fini sur 3 de ces faces, 3 journées de l'œuvre de la création, lorsque l'avance dont je vais parler arriva. La figure qui représente Dieu le Père dans ces 3 tableaux est véritablement noble et vénérable, mais il y a trop de douceur et point assez de majesté. Sa tête n'est que la tête d'un homme. Raphaël l'a traité dans le goût des têtes que les peintres font pour les Christ, et l'on n'y trouve d'autres différences que celles qu'il faut mettre, suivant les lois de l'art, entre 2 têtes, dont l'une est destinée à représenter le Père et l'autre à représenter le Fils. Tandis que Raphaël commençait les fresques de la voûte des loges, Michel-Ange peignait la voûte de celle des chapelles du Vatican, qui fut bâtie par le pape Sixte IV. Quoique Michel-Ange, jaloux de ses idées, en fit fermer la porte à tout le monde, Raphaël eut l'adresse de s'y introduire, frappé de la majesté divine et de la fierté noble que Michel-Ange faisait sentir dans le caractère de la tête, du paternel, du Père éternel, qu'on voit en différents endroits de la chapelle de Sixte. Faisant l'ouvrage de la création, il condamna sa manière sur ce point et il prit celle de son concurrent. Raphaël a représenté le Père éternel dans le dernier tableau de la première loge avec une majesté au-dessus de l'humain. Il n'inspire pas une simple vénération, il imprime une terreur respectueuse. Il est vrai que Bellori dispute à Michel-Ange l'honneur d'avoir par ses ouvrages agrandi la manière de Raphaël. Mais les raisons de cet auteur
ne me paraissent pas détruire l'opinion commune fondée sur la tradition de Rome et sur d'autres faits que ceux qu'il nie. Raphaël coloria encore faiblement quand il vit un tableau de Giorgione. Il conçut à un moment que l'art pouvait tirer des couleurs, qu'il emploie bien d'autres beautés que celles que lui-même en avait tirées jusque-là. Il comprit qu'il avait ignoré l'art du coloris. Raphaël tenta de faire comme le Giorgione avait fait, et devinant par la force de son génie la façon d'opérer du peintre qu'il admirait, il approcha de son modèle. Raphaël fit son essai d'imitation en peignant le tableau qui représente un miracle arrivé à Bolzène, où le prêtre qui disait la messe devant le pape et qui doutait de la transsubstantation vit l'hostie consacrée devenir sanglante entre ses mains. Le tableau dont je parle s'appelle communément la messe du pape Jules et il est peint à fresque au-dessus et aux côtés de la fenêtre, dans la seconde pièce de l'appartement de la signature du Vatican. Il suffit que le lecteur sache que cette peinture est du bon temps de Raphaël pour être persuadé que la poésie en est merveilleuse. Le prêtre, qui doutait de la présence réelle et qui a vu l'hostie qu'il avait consacrée devenir sanglante entre ses mains durant l'élévation, paraît pénétré de terreur et de respect. Le peintre a très bien conservé à chacun des assistants son caractère propre, mais surtout l'on voit avec plaisir le genre d'étonnement des Suisses du pape qui regardent le miracle du bas du tableau où Raphaël les a placés. C'est ainsi que ce grand artisan a su tirer une beauté poétique de la nécessité d'observer la coutume en donnant au souverain pontife sa suite ordinaire. Par une liberté poétique, Raphaël emploie la tête de Jules II pour représenter le pape devant qui le miracle arriva. Jules regarde bien le miracle avec attention, mais il n'en paraît pas beaucoup ému. Le peintre suppose que le souverain pontife était trop persuadé de la présence réelle pour être surpris des événements les plus miraculeux qui puissent arriver sur une hostie consacrée. On ne saurait caractériser le chef visible de l'Église introduit dans un semblable événement par une expression plus noble et plus convenable. Cette expression laisse encore voir les traits du caractère particulier de Jules II. On reconnaît dans son portrait l'assiégeant obstiné de la Mirandole. Mais le coloris de ce tableau, et cause que nous en avons parlé, est très supérieur au coloris des autres tableaux de Raphaël. Le Titien n'a pas peint de chair où l'on voit mieux cette mollesse qui doit être dans un corps composé de liqueur et de solide. Les draperies paraissent de belles étoffes de laine et de soie que le tailleur viendrait d'employer. Si Raphaël avait fait plusieurs tableaux d'un coloris aussi vrai et aussi riche, il serait cité entre les plus excellents coloristes. Il en est de même des jeunes gens qui sont nés poètes. Les beautés qui sont dans les ouvrages faits avant eux les frappent vivement. Ils se rendent propres avec facilité la façon de tourner les vers et la mécanique des auteurs de ces ouvrages. Je voudrais que des mémoires fidèles nous apprissent à quel point l'imagination de Virgile s'échauffa et s'enrichit lorsqu'il lut l'Iliade pour la première fois. Les grands ouvrages des grands maîtres ont encore un autre attrait pour les jeunes gens qui ont du génie. C'est de flatter leur amour-propre. Un jeune homme qui a du génie découvre dans ses ouvrages des beautés et des grâces dont il avait déjà une idée confuse, mise dans toute la perfection dont elles sont susceptibles. Il croit reconnaître ses idées propres dans les beautés d'un chef-d'œuvre consacré par l'approbation publique. Il lui arrive l'aventure qui arriva au Corrège lorsqu'il vit pour la première fois et quand il était encore une simple bourgeois du lieu de Correggio, un tableau de Raphaël. Je dis un simple bourgeois, quoiqu'une erreur établie rabaisse le Corrège à la condition d'un paysan et d'un pauvre paysan. Crozat a extrait des registres publics de Correggio plusieurs preuves qui font voir que Vasari se trompe dans l'idée qu'il donne de la fortune du Corrège et surtout dans le récit qu'il fait des circonstances de sa mort. Le Corrège, qui n'était pas encore sorti de son état, quoiqu'il fût déjà un grand peintre, était si rempli de ce qu'il entendait dire de Raphaël que les princes comblaient à l'envie de présents et d'honneurs qu'ils s'étaient imaginé qu'il fallait que l'artisan, qui faisait une si grande figure dans le monde, fût d'un mérite bien supérieur au sien, qui ne l'avait pas encore tiré de sa médiocrité. En homme sans expérience du monde, il jugeait de la supériorité du mérite de Raphaël sur le sien par la différence de leur fortune. Enfin, le Corrège parvint à voir un tableau de ce peintre si célèbre. Après l'avoir examiné avec attention, après avoir pensé à ce qu'il aurait fait s'il avait eu à traiter le même sujet que Raphaël avait traité, il s'écria « Je suis un peintre aussi bien que lui ».
La même chose arriva peut-être à Racine lorsqu'il lut le Cide pour la première fois. Au contraire, rien ne décèle mieux l'homme né sans génie que de le voir examiner avec froideur et discuter de sens rassis le mérite des productions des hommes qui ont excellé dans l'art qu'il veut professer. Un homme de génie ne saurait parler des fautes que les grands maîtres ont commises qu'après plusieurs éloges donnés aux beautés de leur production. Il n'en parle que comme un père parle des défauts de son fils. César, né avec le génie de la guerre, fut touché jusqu'aux larmes en voyant une statue d'Alexandre. La première idée qui lui vint à la vue de la statue de ce héros grec, dont la renommée avait porté la gloire aux extrémités de la terre, ne fut point l'idée des fautes qu'Alexandre avait faites dans ses expéditions. Il ne les opposa point à ses belles actions. César fut saisi. Je ne dis point pour cela qu'il faille prendre à mauvais augure la critique d'un jeune artisan qui remarque des défauts dans les ouvrages des grands maîtres. Il y en a véritablement, car ils étaient des hommes. Le génie, loin d'empêcher qu'on ne voie ses fautes, les fait même apercevoir. Ce que je regarde comme un mauvais présage, c'est qu'un jeune homme soit peu touché de l'excellence des productions des grands maîtres. C'est qu'il n'entre point dans une espèce d'enthousiasme en les lisant, c'est qu'il ait besoin pour connaître, s'il doit les estimer, de calculer les beautés et les défauts qu'il compte, et qu'il ne forme sur son avis, et qu'il ne forme son avis sur leur mérite qu'après avoir soudé son calcul. S'il avait la vivacité et la délicatesse de sentiments qui sont inséparables du génie, il serait tellement saisi par les beautés des ouvrages consacrés qu'il jetterait sa balance et son compas pour en juger, ainsi que les hommes en ont toujours jugé, je veux dire par l'impression que ces ouvrages feraient sur lui. La balance est peu propre à décider du prix des perles et des diamants. Une perle baroque et de vilaine eau, de quelque poids qu'elle soit, ne saurait valoir la fameuse pérégrine. Cette perle dont un marchand avait osé donner 100 000 écus. En songeant, dit-il à Philippe IV, qu'il y avait un roi d'Espagne au monde. 100 000 beautés médiocres mises ensemble ne valent pas, ne pèsent pas, pour ainsi dire, un de ces traits qu'il faut bien que les modernes, même ceux qui font des éloges, louent dans les bucoliques de Virgile. Le génie se fait sentir bientôt dans les ouvrages des jeunes gens qui en sont doués. Ils donnent à connaître qu'ils ont du génie dans un temps où ils ne savent point encore la pratique de leur art. On voit dans leurs ouvrages des idées et des expressions qu'on n'a point vues encore. On y voit des pensées nouvelles. On remarque à travers bien des défauts un esprit qui veut atteindre à de grandes beautés et qui, pour y parvenir, fait des choses que son maître n'a point été capable de lui enseigner. Si ces jeunes gens sont poètes, ils inventent de nouveaux caractères, ils disent ce qu'on n'a jamais lu. Et leurs vers sont remplis des tours et d'expressions qu'on n'a point vues d'ailleurs. Par exemple, les versificateurs sans génie qui composent des opéras ne savent autre chose que de retourner ces phrases et ces expressions si souvent rebattues que Lully réchauffait des sons de sa musique pour parler avec des préaux. Comme Quinault était l'auteur et l'inventeur de ce style propre aux opéras, ce style montre que Quinault avait un génie particulier. Mais ceux qui ne peuvent faire autre chose que de les répéter en manquent. Au contraire, un poète est capable par son génie de donner l'être à de nouvelles idées et capable en même temps de produire des figures nouvelles et de créer des tours nouveaux pour les exprimer. Il est bien rare qu'il nous faille emprunter d'autrui des expressions pour rendre ce que nous avons pensé. Il est même rare qu'il les faille chercher avec peine. La pensée et l'expression naissent presque toujours en même temps. Le jeune peintre, qui a du génie, commence donc bientôt à s'écarter de son maître, dans les choses où le maître s'écarte de la nature. Ses yeux à peine entr'ouverts la découvrent déjà. Souvent, il la voit mieux que ceux qui prétendent la lui montrer. Raphaël n'avait que 20 ans et il était encore élève de Pierre Perugin lorsqu'il peignit à Sienne. Néanmoins, Raphaël se distingua si bien qu'on lui distribua des tableaux dont il fit la composition. On y voit que Raphaël cherchait déjà comment il ferait pour varier les airs de tête, qu'il voulait donner de l'âme à ses figures, qu'il dessinait le nu sous les draperies, enfin qu'il faisait plusieurs choses que son maître ne lui enseignait point apparemment. Le maître devint même le disciple. On voit par les tableaux que le Pérugin a fait à la chapelle de Sixte au Vatican qu'il avait appris de Raphaël. Un autre indice de génie dans les jeunes gens, c'est de faire des progrès très lents dans les arts et dans les usages, et les pratiques qui font l'occupation générale du commun des hommes
durant l'adolescence, en même temps que ces jeunes gens s'avancent à pas de géant dans la profession à laquelle la nature les a destinés entièrement. Nés uniquement pour cette profession, leur esprit paraît au-dessous du médiocre quand ils veulent l'appliquer à d'autres choses. Ils les apprennent avec peine et ils les font de mauvaise grâce. Ainsi, le peintre élève dont l'esprit s'abandonne aux idées qui ont rapport à sa profession, qui se forme plus lentement pour le commerce du monde que les jeunes gens de son âge, que sa vivacité fait paraître étourdie, et que la distraction qui vient de son attention continuelle à ses idées, trempe gauche dans ses manières, devient ordinairement un artisan excellent. Ses défauts mêmes sont une preuve de l'activité de son génie. Le monde n'est pour lui qu'un assemblage d'objets propres à être imités avec des couleurs. Ce qu'il trouve de plus héroïque dans la vie de Charles Quint, c'est que ce grand empereur ait ramassé lui-même le pinceau du Titien. Ne désabusez pas sitôt un jeune artisan trop prévenu sur la considération que son art mérite et laissez-lui croire, du moins durant les premières années de son travail, que les hommes illustres dans les arts et dans les sciences tiennent encore aujourd'hui le même rang dans le monde qu'ils y tenaient autrefois en Grèce. L'expérience ne le désabusera peut-être que trop tôt.